Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur l'inclusion. Je me présente, je suis Sylvie Giroux, consultante ressources, chef d'équipe au service d'inclusion pour jeunes enfants. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour vous accueillir afin de vous présenter le webinaire sur le thème de l'inclusion. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principes et aussi les éléments clés pour une inclusion enrichissante pour tous et chacun dans l'environnement de la petite enfance. Donc, c'est un webinaire pour vous, le personnel éducateur. Je vais commencer avec un énoncé de l'AGEPTA. Le respect de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion est un préalable à un développement et un apprentissage optimaux. Nous allons débuter avec un visionnement de vidéo. Donc, je vous invite à songer sur les perspectives des grands joueurs de l'inclusion, qui sont les enfants. Donc, quand je fais référence aux enfants à besoins particuliers, je fais aussi référence aux enfants typiques, les familles et aussi le personnel éducateur. Je vous souhaite un bon visionnement. Moi, j'ai ma place à la garderie. Tu veux chanter? À qui tu veux chanter, Kalecha? À Félix ou à Hugo? Notre fils, jusqu'à l'âge de 14 mois, il ne voyait pratiquement personne, à part ses thérapeutes, ce qui fait qu'il ne socialisait pas du tout. Il pleurait quand on rencontrait des étrangers. Puis, depuis qu'il a été intégré ici, on le voit tous les jours. Il y a des gens qui l'abordent, où il ne pleure pas à la vue d'étrangers avec ses thérapeutes. Donc, ça, la socialisation, c'est le premier point positif, déjà, la première bonne répercussion. C'est pareil, comme moi, elle a relevé beaucoup de défis, puis elle est arrivée à avoir sa place dans le CPE avec ses pairs. On pourra essayer justement de sensibiliser les enfants à la différence en leur en parlant, en faisant des discours, tout ça, mais il n'y a rien comme l'apprentissage actif. Donc les enfants le vivent au quotidien, d'accueillir un enfant qui a des particularités, puis finalement ils vivent à chaque jour dans la différence, puis ça devient que c'est plus une différence. Cet enfant-là est différent comme tout le monde. On a peur, mais en même temps, ça nous apporte tellement une routine et une stabilité pour nous. On peut aussi s'affairer à une vie aussi. Et j'étais surtout très focalisée sur mon enfant. Ce qui se passait autour de moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. C'était plus mon fils qui attirait toute mon attention. Le fait de l'intégrer ici, ça nous a permis d'avoir du répit, de sortir, de respirer un petit peu, de reprendre quelques activités pour moi par exemple. C'est un petit milieu, donc les parents se parlent entre eux autres. L'ouverture à une communauté qui dépasse l'intérieur de la maison, c'est aidant. Moi, je pense que c'est un des plus beaux endroits pour permettre à ces familles-là de se réapproprier puis de mener une vie, je ne veux pas dire normale, mais une vie saine aussi, avec les défis qu'ils ont. C'était une expérience très enrichissante. J'ai développé pas mal de compétences, de nouvelles compétences. Alors, j'ai beaucoup appris comment faire avec un enfant à besoins particuliers. Ça m'a toujours enrichi, j'ai toujours appris des choses et j'apprendrai toujours des choses. Quand on voit les répercussions, comme dit madame, ça c'est énormément de plaisir. Ça donne qu'à chaque fois qu'on arrive chez nous, on dit j'ai fait de bons travail, on travaille dans un milieu qui donne les opportunités aux enfants qui ont besoin. Comme toute bonne vidéo, ça fait réfléchir. On voit bien l'impact de l'inclusion, comme je disais tantôt, aux trois grands joueurs de l'inclusion. Donc, la perspective de la famille, c'est que ça leur donne vraiment un sens de communauté.
moins centré sur juste la vie à la maison, mais de faire des liens avec des gens qui œuvrent auprès de leur enfant dans la collaboration, acheminent vraiment une vie saine pour les familles. Pour l'enfant, bien, c'est des apprentissages actifs. L'enfant apprend par le jeu, apprend par ses pairs dans un environnement stimulant. Donc, les deux gagnent à travers ces bels apprentissages de la vie. Et ça développe l'empathie, ça développe la collaboration entre pairs et vraiment à travers le jeu. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et puis pour le personnel éducateur, ben, c'est qu'il y a des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences font partie du bagage professionnel, adhèrent à un sens d'accomplir, de vraiment faire une différence dans la vie de l'enfant. Bon, ici, on a une image, comme vous voyez, avec 3 énoncés. Donc, je vais commencer avec celui de gauche auprès de l'égalité. Donc, l'égalité définit que chacun bénéficie d'un même support, chacun est traité avec égalité, mais inéquité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'égalité représente que chaque personne reçoit les mêmes appuis, mais entre autres, est-ce que ça comble les besoins de chacun? Mais si on voit bien qu'il y a 2 personnes qui peuvent bien réussir, par contre, on offre la même solution pour cette personne et malheureusement, la barrière est là et la personne ne peut pas voir justement la partie. Donc, l'égalité vise vraiment à promouvoir, oui, la justice, mais l'égalité ne peut être atteinte que si tous les gens partent du même point de départ et qui ont les mêmes besoins. À ce moment-là, on offre de l'égalité. Ensuite, si on regarde dans le centre, il y a équité, qui est définie comme chacun bénéficie d'un support personnalisé. Chacun est traité avec équité, mais inégalité, excusez. Donc, ici, on voit le même scénario et on a pu à ce moment-là accommoder et offrir un appui supplémentaire pour que les 3 aient le même objectif. Donc, l'équité, c'est sur la volonté vraiment de comprendre que les gens et de leur donner ce qu'ils ont besoin pour vraiment s'épanouir, vivre et avoir les mêmes opportunités que d'autres. Ensuite, on voit la 3e qu'on a, qu'est-ce qu'on cite vraiment, l'accès universel. C'est qu'il n'y a aucun support qui est nécessaire car la cause de l'iniquité est disparue. C'est comme vous voyez, la barrière maintenant, elle n'existe plus. Et à ce moment-là, les 3 joueurs, les personnes que vous voyez, là, la grande personne, la personne du milieu et le petit bonhomme, à ce moment-là, a accès à vraiment bien voir, là, si vous voulez, le match. Donc, l'accès universel offre un environnement qui n'a pas d'obstacle, la possibilité pour chacun d'avoir accès à des installations, des services dans la communauté, à leur disposition, dans le public. Donc, lorsque les barrières dans notre environnement sont limitées, on a vraiment la justice. Croyances et valeurs fondamentales. Donc, lorsqu'on parle de l'inclusion, il y a vraiment 3 thèmes qui sont importants. Donc, lorsqu'on parle de l'acceptation, c'est que c'est lié aux droits de la personne et l'appartenance sont des valeurs fondamentales pour promouvoir une estime de soi positive. Le fait d'accepter les gens pour qui ils sont, dans leurs propres valeurs, de se sentir que nos contributions envers ces personnes-là vont être valorisants est un élément clé pour se sentir inclus. Nos propres sentiments peuvent signaler des croyances qu'il faut réexaminer si nous voulons vraiment créer un climat d'acceptation. De reconnaître comment nos valeurs, nos croyances influencent les réponses et les perceptions auprès des enfants, comme nos interactions avec les enfants.
À titre de personnel éducateur, nous avons vraiment une grande responsabilité que tous les enfants ont droit à un service de garde, d'être en sécurité et d'avoir les meilleures opportunités pour bien réussir dans leurs apprentissages et dans leur développement émotionnel. Qu'est-ce qui est l'inclusion? Ici, on voit les visuels, là, il y a 4 cercles. Donc, si vous pouvez imaginer que les petits pois, ce sont des personnes. Et puis, il y a des petits pois colorés verts à l'intérieur des cercles qui représentent la collectivité, les gens en principe. Et les petits pois de couleur représentent les personnes à besoins particuliers, les enfants à besoins particuliers. Dans le centre, vous voyez qu'il y a 4 énoncés. Il y a inclusion, ségrégation, exclusion et intégration. Donc, chaque énoncé est lié à un des visuels. Donc, si je vous pose la question, en regardant les 4 cercles, si vous étiez une personne ou que vous pensez que vous auriez plus de plaisir et que vous vous sentirez accepté. Je vais vous donner juste quelques secondes, regardez le tout et la prochaine tuile, on va avoir les petites réponses. Bon, maintenant, si on voit les mêmes visuels, mais en séquence. Donc, en séquence de temps quasiment. Donc, si on regarde à gauche, on voit exclusion. Donc, on voit encore les personnes vertes à l'intérieur et toutes les gens à besoins particuliers, les personnes, les enfants à besoins particuliers à l'extérieur. Donc, l'exclusion, c'est un moment dans le temps. Donc, si on recule dans le temps, quoi, 50, 60 ans passés, lorsque nous avions des institutions à l'écart de nos communautés. Donc, des individus n'avaient pas le choix d'être placés dans ces institutions, style hospitalier. Donc, à l'écart de la communauté, on ne les voyait pas, ces gens-là. Et il y avait potentiellement multiples besoins tout ensemble et on ne répondait pas peut-être nécessairement de façon individuelle à ces besoins-là. On chemine un peu dans le temps et maintenant on parle de ségrégation dans le centre où c'est encore les petites personnes vertes à l'intérieur et on a un cercle juste à côté, mais encore avec les personnes tous ensemble à besoins particuliers. Donc, on avance tranquillement dans le temps. Donc, les installations sont spécialisées maintenant. Sont dans nos communautés, mais tout de même à l'écart des gens dans la communauté. Il n'y a pas de lien qui fait qu'il y a des interactions. Et puis encore, on les voit, oui, dans notre communauté, mais il n'y a pas une affinité, si vous voulez, de façon quotidienne. Ensuite, on va juste à côté au niveau de l'intégration, où jusqu'à ce moment ici, on a œuvré depuis longtemps. Donc, l'intégration, on voit dans des installations ségrégées commence à se transformer dans des services dans la communauté où ce qui œuvre, où ce qui accueille les enfants. Donc, si on pense dans les écoles, les classes distinctes dans les écoles, les services de garde. Et moi, quand j'ai commencé dans le domaine, déjà plus de 25 ans passés dans l'intégration, c'est que les familles se déplaçaient même hors de leur communauté pour aller dans les services un peu spécialisés, intégrés. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, les familles ont vraiment été très vocales et puis ont dit, écoutez, on veut des services dans notre communauté. On veut de l'intégration. Donc, il y a eu plusieurs services de garde qui ont ouvert leurs portes au niveau de l'intégration. Si on voit le cercle aussi, on voit justement, les gens sont maintenant plus sous le même toit, mais encore avec le cercle, il y a quand même un écart. Puis je peux vous dire que ça fait longtemps que je travaille dans l'intégration. Et le message qu'on donne toujours, c'est que qu'est-ce qui est une bonne stratégie pour un enfant est bonne pour tous les enfants. Et c'est de faire ce lien-là. Et puis, il y a du succès en communauté. Mais si on veut encore enrichir l'expérience, il faut aller au-delà et regarder à l'inclusion. Et si vous voyez bien le cercle en haut, où les pois sont tous mêlés ensemble, les pois colorés avec les pois verts. Donc, l'inclusion signifie vraiment que là, l'éducation à tous les enfants qui ont besoin d'un appui additionnel dans l'inclusion
pour justement maximiser leur succès. Ça offre des services spécifiques, spéciaux et du soutien dans le milieu de garde typique. L'inclusion va appuyer le personnel éducateur et les responsables de garde, tout auprès de la vie la vie et les routines de la petite enfance. Donc, on va adapter des routines, des activités aux besoins. On va offrir des formations plus spécifiques auprès de certains besoins particuliers. On va prendre les préoccupations des familles au sérieux. On va vraiment être à l'écoute pour les appuyer auprès du développement de leurs enfants. On va les accueillir, on va appuyer et estimer que les enfants ayant des capacités variées et que chacun a vraiment une contribution auprès de l'inclusion. Donc, les facteurs de réussite pour l'inclusion. Lorsqu'on parle de philosophie inclusive, les facteurs de réussite pour l'inclusion. Donc, on commence avec une philosophie inclusive. Donc, c'est de célébrer la diversité en accueillant les membres de la communauté, vraiment de créer un sentiment d'appartenance. C'est que tous les enfants devraient avoir des possibilités d'apprentissage et de loisirs dans leur communauté. Et la possibilité de participer à des activités avec d'autres enfants est un droit fondamental pour tous les enfants. Donc, sensibilisation, c'est d'avoir des attitudes et des perceptions positives envers les familles, de respecter la famille, d'offrir un service avec beaucoup d'attitudes et d'acceptation afin de réduire les obstacles à l'inclusion, donc adhérer à de la souplesse et de la créativité. La collaboration, c'est basé sur l'entraide, le respect de chacun. Collaborer avec les familles, voir que les parents étant comme des experts, vraiment les connaissent. C'est eux qui connaissent les enfants, qui connaissent leurs enfants auprès là, de leur développement. On est là pour les guider aussi, mais être à l'écoute d'eux. Dans la collaboration, il faut être responsable de partager avec les parents, les tuteurs, avoir une entraide avec le personnel éducateur, nos équipes, et aussi avec les services dans la communauté. Et les possibilités, c'est de rechercher les possibilités que pour chaque enfant ait l'opportunité de croître, de s'épanouir, l'opportunité de réussir dans votre programme et d'explorer diverses stratégies. Donc, vraiment, les possibilités, c'est d'être créatif. Donc, quels sont les obstacles possibles à l'inclusion? Bien, il peut y avoir des lieux inaccessibles pour les enfants ayant des besoins physiques. Par exemple, il peut y avoir des escaliers, il peut y avoir un manque de rampe, pas avoir d'ascenseur peut être un grand obstacle quand on regarde à l'espace physique. Un manque d'expérience et de connaissances de la part des adultes, du personnel, dans les services de garde. L'incapacité de répondre aux besoins de tous les enfants en raison du nombre d'inscrits qui ont peut-être multiples besoins. Donc, parfois, les dynamiques de groupe adhèrent un obstacle dans l'inclusion. Et malheureusement, parfois, les listes d'attente pour avoir accès à de l'appui. Donc, les familles sont en attente pour des services thérapeutiques. Parfois, c'est pour avoir accès à des évaluations plus formelles. Aussi, dans les services de garde, des parents sont en attente, si vous voulez, pour même une place au service de garde. Donc, ce sont les obstacles qui acheminent que parfois l'inclusion n'est pas présente à ce moment-ci. Donc, la planification est vraiment essentielle à l'inclusion. Si on voit ici le visuel, on voit les petits bonhommes, sont en action. Hein? Ils vont identifier des objectifs, suivant par des stratégies, il va avoir un plan d'action, il va peut-être avoir des conversations et des échanges. Ici, on voit gestion de conflit, c'est que parfois, il faut s'entendre sur un élément en particulier. Et toutes ces flèches-là visent vers vraiment une efficacité maximale. Donc, le plus qu'il y a le travail d'équipe, plus qu'à ce moment-là, on fait part, on est intègre auprès de la réussite de l'inclusion.
Une inclusion enrichissante pour tous et chacun se fait avec une planification et beaucoup d'entraide. C'est essentiel au travail d'équipe. Donc, le travail d'équipe va demander des tâches d'organisation, absolument. Donc, il faut assurer que les formulaires d'admission soient bien détaillés en incluant des questions respectueuses aussi. Mais ce que vous voulez aussi, c'est d'avoir une bonne compréhension des besoins et aussi des priorités des familles. Puis aussi avoir un échange ouvert avec les familles, donc une communication ouverte afin de justement avoir des informations pertinentes. Vous voulez une préparation rigoureuse parce que vous voulez vraiment assurer une réussite et aussi connaître les intérêts de l'enfant. C'est à travers les intérêts de l'enfant qu'on va pouvoir à ce moment-là capter sa motivation, si vous voulez, pour vraiment profiter de sa journée avec vous autres. Et aussi connaître les forces de l'enfant et ainsi ses besoins. Et aussi, les programmes maintenant, le personnel éducateur, vous faites des plans de soutien individualisés. Et c'est à ce moment-là, lors d'avoir ces conversations-là avec les familles, que vous allez pouvoir capter les bonnes informations et bien répondre aux besoins. Et aussi être à l'écoute des priorités des familles. Et lorsque vous œuvrez ou travaillez avec une consultante ressources, à ce moment-là, ça sera un plan de service. Donc, le processus est que la consultante ressources va coordonner une rencontre. S'il y a des thérapeutes d'impliquer, le personnel éducateur, c'est les personnes primaires, sont là avec les familles. Et on a une conversation, une discussion. On va célébrer aussi les bons coups et on va déterminer lors de cette rencontre-là, des priorités et des stratégies pour avoir des apprentissages optimaux pour l'enfant à besoins particuliers. Donc, comme processus, c'est toujours suggéré d'inviter l'enfant, le parent, à visiter votre service de garde, discuter de la planification et de la préparation pour que l'enfant puisse commencer au service de garde du bon pas. Déterminer les besoins de formation. Parfois, on a besoin de justement augmenter nos connaissances pour pouvoir bien comprendre les besoins et pouvoir continuer à œuvrer puis avoir une belle inclusion enrichissante. Discuter de toutes les ressources dont le service de garde ou la consultante ressources aura besoin justement pour guider et appuyer le personnel éducateur. Et aussi déterminer les organismes et les professionnels qui vont appuyer le programme plus au niveau du personnel, certains auprès de l'enfant à besoins particuliers. Maintenant, j'aimerais vous présenter une vidéo sur le travail d'équipe. L'équipe. 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 Là, je peux commencer par dire que c'est un milieu ici où on travaille vraiment tous en équipe. Ça fait partie des critères d'embauche, en fait. Quand on embauche le personnel, ils savent qu'ils vont avoir à travailler avec des enfants à besoins particuliers. On est tout le temps en train de discuter et d'essayer de trouver des nouvelles choses, des nouvelles activités. Cette communication qu'on a, il y a ce besoin-là, comment on va pouvoir faire. Les éducatrices ont besoin de savoir que je suis là et que le restant de l'équipe est là avec eux autres. Si j'avais des inquiétudes ou des moments difficiles, je pouvais parler à mes collègues, je pouvais parler à Lise, même à la maman. Les parents, eux, c'est vrai qu'ils attendaient de moi quelque chose, mais il y avait quand même une collaboration. Donc, on s'est dit, on va s'aider. J'échange beaucoup avec le papa, surtout, parce qu'il vient tous les matins la porter. Alors, je le retiens 5 minutes à comment ça s'est passé hier soir, est-ce qu'elle a bien dormi. J'ai toujours l'écoute, je t'écoute. C'est pour aider Sénat. Il faut que tu questionnes le parent, il ne faut pas se gêner, c'est normal. Ce parent-là a sûrement beaucoup de choses à dire sur son enfant. Il faut avoir les informations pertinentes. Pour que ça en réussit à faire ça, c'est vraiment d'être capable d'avoir une conversation ouverte et franche aussi. Que nous, pendant la période du dodo, c'est des hurlements, il ne veut jamais dormir.
Une fois qu'on a identifié, qu'on a vu que c'était les même 2 endroits, on s'est donné des moyens communs, ça a fonctionné. Puis ça fait du bien aux parents que toutes ces responsabilités-là soient partagées sur plus d'une paire d'épaules. Vraiment, la seule façon pour que les choses s'avancent, c'est vraiment la participation de toutes les personnes autour d'elle. C'est ça, c'est la base, en fait, de cette relation-là. C'est qu'on devient une équipe. C'est vraiment agréable, ce vidéo, parce qu'on soulève vraiment que, à travers la communication ouverte, même quand on a un défi ou on a un conflit, d'avoir ce rapport-là avec un individu peut avoir des belles réussites. Ce que j'aime beaucoup de ce vidéo, c'est qu'on parle d'un moyen commun. Je crois qu'il y avait un enfant qui avait des défis, je crois, au sommeil, et puis l'éducatrice a juste tout simplement partager cette préoccupation-là avec la famille et avec plus d'informations, on peut trouver un moyen commun. Ça, ça m'a vraiment résonné là, auprès de qu'est-ce qui est favorable, si vous voulez, auprès du travail d'équipe. Donc, quels sont les avantages de l'inclusion? Bien, pour l'enfant, on va offrir des occasions de socialiser avec d'autres enfants, de nouer des liens d'amitié, d'apprendre des autres enfants, des nouvelles habiletés, aussi de participer à des activités de leur niveau d'âge et vraiment d'accroître auprès de l'estime de soi. Et comme vous savez, l'estime de soi se fait par des expériences positives. Donc, tout le monde gagne à ce moment-là. Donc, pour les parents, les tuteurs, bien, ça offre un sentiment que leur enfant est d'abord et avant tout un enfant en premier et que son besoin particulier est vraiment secondaire. Donc, c'est savoir que leur enfant vit son enfance comme les autres enfants. Les familles deviennent des membres de leur communauté, de la collectivité, et ça suscite vraiment un sentiment d'appartenance et va réduire l'isolement. Donc, pour les enfants, bien, ça donne des occasions d'apprendre ce qui est la diversité, d'acquérir de nouvelles aptitudes sociales, d'interagir avec ceux qui ont des habiletés différentes. Ils peuvent aussi enseigner l'empathie, la compréhension et aussi la collaboration. Pour le personnel éducateur, bien, ça offre des occasions de croissance professionnelle, des acquisitions de nouvelles compétences, va renouveler des intérêts à l'égard de leur travail, un soutien communautaire et des ressources accrues dans la collectivité peuvent améliorer la qualité des soins pour tous les enfants. Va aussi développer, ou si vous voulez, avec les familles aussi et les organismes, des belles relations professionnelles, et tout en reconnaissant que l'éducateur, le personnel éducateur a un impact très important auprès du développement de l'enfant. Donc, il y a une reconnaissance justement pour tout le travail que vous faites, et il y a aussi une grande valeur et une richesse à la dignité de tous les enfants. Donc, ça, c'est vraiment reconnu. Donc, l'inclusion fait partie de tous les aspects de l'environnement. Dans l'environnement de la petite enfance, il y a plusieurs facteurs, entre autres l'espace physique, structure et transition, réponse du personnel éducateur, ainsi la programmation. Maintenant, je vais élaborer sur les 4 énoncés. Donc, l'espace physique. Voici une question. Donc, que devez-vous faire dans votre environnement pour assurer la sécurité, l'autonomie et le développement de nouvelles habiletés pour l'enfant à besoins particuliers? Donc, prime abord, il faut regarder l'accessibilité dans votre installation. Donc, on regarde si on a besoin des rampes. Est-ce que les meubles sont adéquats au niveau de la taille? Est-ce que le fauteuil roulant va faire sur la table? Est-ce qu'on a besoin de modifier les tables? Donc, il faut regarder au niveau de l'accessibilité et voir s'il y a besoin des adaptations auprès des chaises, etc.
Lorsqu'on regarde à l'organisation, mais là, c'est vraiment l'espace clairement défini. Et puis, est-ce que on a besoin des nouveaux équipements ou introduire des équipements, justement, et comment on va les utiliser, comment on va s'organiser dans notre espace physique pour qu'elles soient accessibles. Ensuite, on regarde les mesures d'adaptation. Donc, est-ce qu'il faut à ce moment-là avoir peut-être des petits blocs sous les pieds des enfants lorsqu'ils sont assis à la chaise, par contre? Est-ce qu'il faut un genre de petit coussin pour mettre sur la chaise pour que l'enfant puisse bien être confortable à la table ou au sol sur le tapis pendant une activité? Donc, ce sont des éléments clés. Et ensuite, on regarde aussi au niveau des repères visuels. Donc, ceci va aider les enfants et aussi les enfants à besoins particuliers au niveau de clarifier au niveau des attentes. Donc, on parle de pictogrammes à ce moment ici. Donc, structure et transition. Donc, voici une question pour vous. Comment vous, en tant que personnel éducateur, vous assurez que tous les enfants comprennent les attentes posées envers eux? C'est le travail d'équipe qui fait la réussite de tous les enfants. Donc, la cohérence, qui veut dire vraiment le travail d'équipe auprès de la mise en œuvre des stratégies. Ensuite, on regarde à la prévisibilité. Donc, ça, c'est les horaires visuels. Il peut y avoir peut-être des scripts sociaux, des consignes verbales comme maintenant et après. Ce sont toutes des stratégies pour guider l'enfant et clarifier pour l'enfant et même anticiper pour l'enfant. Ici, on voit aussi l'horaire visuel avec les pictogrammes. Parfois, certains horaires, ça peut être des photos pour les enfants dont la lecture, c'est une habileté. On a des énoncés ou des termes pour certaines routines. Ensuite, si on regarde à des indices transitoires, bien ça, c'est des avertissements. Encore, utiliser le « arrête, regarde, écoute, vas-y ». C'est un visuel séquentiel qu'on utilise régulièrement. Une chanson pour signaler aux enfants un début d'une tâche ou d'une routine, comme le rangement. Potentiellement aussi des consignes plus individualisées, plus personnalisées auprès de l'enfant. Il ne faut pas souvent assumer que tous les enfants ont compris une consigne verbale parce qu'on dérange, si vous voulez, hein, les enfants dans le jeu pour justement peut-être terminer un jeu et ensuite on commence la routine du rangement. Donc, c'est de changer de chiffre, si tu veux, d'attention de l'enfant. Donc, avoir des indices d'avertissement va justement augmenter les suivis pour les enfants. Ensuite, on regarde au niveau limites et attentes. Donc, c'est d'établir un consensus au sein de l'équipe. Vraiment de définir clairement les attentes, puis ensuite les enseigner aux enfants. Il ne faut pas assumer qu'on leur dit et on attend à ce qu'ils adhèrent, qu'ils font le suivi, mais des enseigner et parfois d'une étape à l'autre ou une tâche à la fois va augmenter, si vous voulez, les apprentissages des enfants. Donc, tous les enfants apprennent de différentes façons et à un différent rythme. Donc, il faut respecter le rythme d'apprentissage de chaque enfant. Et on sait que parfois, pour les enfants à besoins particuliers, il faut décortiquer certaines tâches et simplifier les choses pour eux, entre autres au niveau de nos attentes pour justement respecter leur rythme d'apprentissage et de croissance. Et que chaque enfant possède un niveau d'habileté différent et nous devons vraiment reconnaître que quelle habileté que nous devons développer et cibler pour viser la réussite. Ce sont tous les éléments importants à l'inclusion. Réponse du personnel éducateur. En premier lieu, bien, c'est d'adhérer à des attitudes positives, donc vraiment mettre l'accent sur les forces de l'enfant. Les interactions respectueuses, donc c'est de modeler, faciliter des interactions positives entre les enfants, donner l'exemple de l'acceptation. On sait que les enfants nous regardent de très près et on sait que les enfants nous imitent. Donc, nous sommes des joueurs principaux auprès de donner le bon exemple. Aussi, le personnel éducateur, c'est de renforcer tous les efforts puis accueillir les enfants aux activités, d'être présent
avec eux et aussi avec le comment prend-on, que l'éducateur est le co-apprenant. Donc, on a une part assez importante auprès du jeu de l'enfant. Donc, c'est d'être présent et être authentique. Une communication efficace, c'est de dire aux enfants quoi faire versus ne pas quoi faire. Encore là, on met l'emphase sur le positif. Donc, c'est de bien formuler ce qu'on s'entend d'eux. Il ne faut pas assumer que les enfants reconnaissent ce qui est demandé de eux. Et on sait aussi que les enfants désirent beaucoup de plaire l'adulte. Donc, c'est très important de leur dire les bonnes choses qu'ils font, mais leur dire quoi faire. Utiliser le renforcement positif, faire des énoncés qui sont authentiques et que vous êtes vraiment présent pour eux. Offrir des choix, avoir des choix d'activités et aussi utiliser des messages empathiques avec eux. Utiliser des moments propices à l'apprentissage, bien c'est de reconnaître que toutes les occasions pendant la journée ont une opportunité d'enseigner aux enfants quelque chose d'utile, quelque chose de significatif pour eux. Donc maintenant, c'est la programmation. Donc ceci est le dernier élément à la réussite de l'inclusion. Donc lorsqu'on regarde au niveau de l'organisation, bien c'est des activités qui sont planifiées afin d'assurer une pleine participation active de tous les enfants. Donc, assurer que les équipements, le matériel adapté sont disponibles. Ensuite, on regarde au niveau de la variété, que les jouets, les équipements pour tous les domaines de développement et toute gamme d'habiletés sont disponibles afin que chaque enfant puisse profiter pleinement de l'activité. Des choix, il y a suffisamment de jouets, du matériel pour offrir des choix, ce qui permet d'assurer que tous les enfants ont l'occasion de jouer avec des jouets qui sont intéressants, qui sont stimulants. Maintenant, le dernier élément, c'est programmation, qui est le dernier facteur clé à la réussite de l'inclusion. Donc, lorsqu'on regarde l'organisation, bien, c'est les activités qui sont planifiées afin d'assurer une pleine participation de tous les enfants, que les équipements et le matériel adapté sont disponibles. Variété, bien, c'est la variété des jouets et des équipements pour tous les domaines de développement et pour une gamme d'habiletés. Donc, afin que les enfants puissent profiter d'une participation à l'activité qui est stimulante. Donc, des choix, est-ce qu'il y a suffisamment de jouets et du matériel pour offrir justement des choix? Ce qui permet d'assurer que tous les enfants ont l'occasion de jouer avec les jouets qui sont intéressants et qui sont stimulants. Approprié sur le plan du développement, donc parfois il y a des évaluations qui déterminent certaines habiletés, donc il faut planifier des activités en conséquence. Donc, modifier l'activité en ajoutant ou en enlevant des éléments pour justement augmenter la réussite et le succès de l'enfant et que l'enfant ait une expérience positive. On regarde au niveau du processus, n'est-ce pas, et non pas juste au résultat de l'activité. Donc, voici une vidéo que je vais vous présenter justement qui soulève plein de points au niveau de la programmation quand on vise une inclusion enrichissante. Souvent, on se dit, jouer, c'est naturel pour les enfants, ça vient tout seul, mais pour certains enfants, c'est un défi, jouer, parce qu'on se dit, comment il va y arriver? Comment lui, surtout quand il y a des limitations plus importantes au niveau de la capacité à saisir des objets avec les mains, la capacité même, quand l'enfant a une déficience visuelle, auditive, là, il y a beaucoup de choses qui viennent rendre juste le simple fait de jouer plus difficile. Comment il va jouer, cet enfant-là? Comment il va jouer? Il ne peut pas prendre, il ne peut pas se déplacer. Oui, on tourne! Souvent, les moments d'activité, de jeu, on a tendance à se mettre beaucoup de pression, tu sais. Parfois, justement, parce qu'on veut que les enfants aussi, on parlait, tu sais,
d'arriver à faire comme les autres, ou tu veux l'enfant, même s'il présente certains besoins à différents niveaux, mais souvent comme éducatrice, ben, il y a le besoin de dire, ben, je vais l'amener comme les autres à faire la même chose. Une activité, si on dit ben ça prend telle étape, on veut découper ou on fait un bricolage, donc ça veut dire qu'il y a une réalisation et on a un résultat. Comment j'appréhende mon environnement extérieur, c'est prendre l'activité comme un prétexte et non d'aller au bout de la démarche. Puis des fois, on peut se rendre compte que les éducatrices, généralement un bricolage, c'est de se rendre au bout de la démarche, puis de se dire ben non, on déconstruit. Ce qu'on veut, là, c'est que l'enfant il soit là dans le même moment que les autres enfants qui font leur activité. Puis, on utilise la pâte à modeler comme prétexte, ou on va faire toucher les papiers quand c'est de déchirer. C'est vraiment d'aller rejoindre l'enfant dans le sensoriel, puis de se dire, mais OK, la participation, ça peut être ça aussi. Puis l'accomplissement, ben, c'est pas grave le résultat. Ben oui, cet enfant-là, il sort du cadre dans sa manière de jouer. Il peut pas jouer par lui-même, il n'a pas cette autonomie-là. Mais on va faire avec, on oublie. On oublie cette façon classique de jouer parce que c'est pas possible pour cet enfant-là. On essaie de trouver des jeux aussi pour derrière pour essayer de stimuler ces trois sens qui sont plus faibles. Ce qui veut dire la vision, l'audition, l'audition. Des fois, on fait des jeux avec la lampe de poche. Tu sais, derrière, moi moins bien, mais avec les autres, ils adorent ça quand je change 5 lampes de poche. Moi, ce que j'entends aussi, c'est de la participation, de l'adaptation, de l'exploration, de donner une chance à un enfant, justement, du dessin à la table, c'est super, bien assis, mais c'est fou que si, par exemple, tout le papier est au sol, ben là, t'as un petit bonhomme qui s'en vient, qui prend un crayon, qui se met à quatre pattes, puis qui tasse un peu l'ami d'à côté, puis là, l'autre ami lui dit... Tu veux dessiner? Tu sais, des fois, c'est pas toujours parfait. Une activité, Jérôme, tantôt, il disait déconstruire des choses, mais laisser l'enfant explorer, bien, moi, je trouve ça très riche dans cette optique-là. Des fois, c'est vrai que les attentes des éducatrices, des parents, peut-être même des thérapeutes peuvent être d'une certaine manière, mais nous, à la fin d'une journée, quand on est témoin qu'un enfant a participé avec ses capacités, mais qu'il a eu du plaisir, qu'il a eu un échange avec un copain. Ah, regarde, on te fait des chamans. Fait que, tu sais, des fois, toi, tu es habitué de voir, peut-être que le trait aurait intérêt à être fait assis à la chaise avec sa feuille toute bien placée, mais de le voir dans un autre contexte, à un autre moment, ben c'est des belles anecdotes à raconter à la fin de la journée aux parents. Mais... Ah, wow! Tu sais, le service de garde, c'est pas de la thérapie. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas en 1 pour 1 que l'enfant pourra pas faire des progrès, des apprentissages. Puis fait que même si le service de garde, c'est pas de la thérapie, c'est un beau prétexte pour faire des apprentissages. L'idée, c'est de prendre les objectifs qui sont travaillés, les transformer en jeu pour tout le monde. C'est ça, le service de garde, c'est la force de le faire en groupe. On voit que Gaspard, il n'a pas besoin nécessairement d'une accompagnatrice à temps plein. C'est très simple ce qu'il y a à faire pour aider Gaspard à jouer dans le bac à sable. Mais une simple action, de lui amener le sable, de mettre les jouets à sa portée. Si les jouets sont à l'autre bout, Gaspard ne pourra pas jouer. Juste de penser à son environnement, on le voit, ça prend 2 secondes, puis Gaspard, il est prêt à être autonome dans son jeu. Parce que l'apprentissage par le jeu, c'est pour tous les enfants, y compris les enfants qui ont des besoins particuliers. Puis c'est important aussi de le ramener aux parents, puis de le ramener aussi avec les thérapeutes, les intervenants qui collaborent, qui travaillent auprès de l'enfant pour poser la question, OK, il y a une recommandation spécifique pour l'enfant, mais comment on peut ramener ça dans un contexte de jeu avec d'autres enfants? Le temps de jeu, c'est un moment aussi très propice à essayer justement d'intégrer certaines propositions aussi des thérapeutes ou même face aussi parfois aux attentes des parents. Exemple, qu'on dit, mon enfant a besoin là, d'avoir un petit peu plus de tonus, il faut travailler ça, il faut travailler la motricité fine. Est-ce que ça doit nécessairement se faire dans un moment 1 à 1 avec une personne à l'écart du groupe? Ben non.
Pour un enfant, ça peut être un parcours qui va être mis dans le service de garde où tous les enfants peuvent participer. Mais pour l'enfant qui a des difficultés à avoir du tonus, à se tenir debout, à suivre une ligne au sol, ben ça va être tout un défi. Fait que peut-être que le parcours va devenir quelque chose qui ferait peut-être en thérapie, mais là, il est dans un contexte de service de garde, dans une routine à travers le jeu. Ce qu'on voit avec Daria, c'est que on va y aller par le sensoriel, et puis on va dire que l'activité, elle est comme ça. Elle est construite comme ça, mais on va pas dire qu'elle ne pourra pas la faire. Donc, ça ne donne rien, on va lui donner un jouet, action-réaction, elle va jouer avec à côté. Non. Je vais lui donner la pâte à modeler, je vais lui laisser explorer, je vais lui laisser toucher. Tu sais, quand on pense aussi aux besoins de l'enfant, souvent, on voudrait mettre tout en place avant même que l'enfant soit intégré ou à peine pour être sûr qu'on répond à tous ses besoins, à tous les moments. Naomi, je me souviens, elle avait un besoin qu'on n'avait pas pensé, mais qu'elle-même a fini par exprimer, c'était de pouvoir être debout avec ses amis à certains moments de jeu, soit quand il y avait des activités avec des bacs à sable, bacs de riz, que les enfants étaient debout. Ben, elle aussi, elle avait envie d'être debout en même temps qu'eux. Mais ça suscite quand même des discussions à ce moment-là parce que c'est de voir comment on peut faire. Parce que là, c'est pas avec l'équipement qu'elle avait envie d'être debout, ni avec la marchette, puis surtout pas dans sa chaise. Mais ça prend une disponibilité, effectivement, d'un adulte. Est-ce que l'éducatrice est disponible à ce moment-là? Il y a des moments où ça a été possible et d'autres, non. Comment est-ce qu'il va devoir devenir? Je l'avais trouvé avant. Le temps, il faut se laisser du temps. Un enfant qui ne se déplace pas de la même manière que les copains, qui ne mange pas pareil, qui ne fait pas toutes les mêmes choses au même moment, bien, ça apprend justement une façon différente de laisser un petit peu plus de place, un peu plus de temps pour faire plein d'apprentissages. Puis, il y a des enfants, moi je me souviens d'un petit bonhomme, bien, ça aura pris au moins 1 an avant même d'être capable de rentrer en communication avec cet enfant-là, avant qu'il tolère un copain à côté. Fait que je me dis, des fois, on a hâte de voir un résultat, mais il faut savoir de où on part, puis qu'est-ce qu'on demande à l'enfant qui doit s'adapter à toutes les quarts de seconde à notre environnement. Fait que si un enfant qui a des grandes incapacités au niveau physique, il travaille fort pour s'adapter dans notre monde qui va vite. Il faut tout faire dans l'heure. Fait que ça, si, je sais pas si on pouvait avoir peut-être des fois une baguette magique qui pourrait faire en sorte de ralentir tout ce rythme-là, ben ça aiderait peut-être tous les enfants, puis les grands aussi, peut-être. Bravo, Donc, c'est vraiment une vidéo intéressant lorsque l'éducatrice fait l'énoncé que la force du service de garde se fait en groupe. Donc, vraiment confirme que c'est le travail d'équipe qui fait une force. Et puis, c'est vraiment l'unicité de travailler ensemble auprès de l'inclusion qui est enrichissante. Il y a plein de solutions dans l'environnement. Donc, il faut vraiment bien observer la participation active de l'enfant et des enfants. Et il y a beaucoup d'emphase auprès du jeu, que les enfants, à travers le jeu, ont du plaisir. Et c'est vraiment le but ultime d'avoir les enfants en service de garde, c'est de vivre ces belles expériences-là positives avec des pairs. Et aussi prendre le temps de vivre au quotidien. Ce sont tous les éléments clés du bout vidéo. Ce que vous avez maintenant, c'est notre affiche. Il y a à peine 3 ans passés.
On a changé le titre de notre service. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'appelait service d'intégration pour jeunes enfants. Et depuis plus de 25 ans, c'était le terme qu'on utilisait. Puis je crois, si vous vous souvenez, au début du webinaire, il y avait les cercles et que je vous ai cheminé un peu dans la ligne de temps de l'inclusion. C'est qu'on a travaillé longtemps au niveau de l'intégration, d'avoir les enfants sur le même toit. Et puis, le terme maintenant qui est inclusion a vraiment un punch, si vous voulez, plus. Moi, je vous dirais que l'inclusion, c'est l'intégration en action. Donc, voici l'énoncé sur notre affiche, c'est que l'inclusion est la capacité de favoriser la diversité, de célébrer les forces de chacun et de reconnaître et de soutenir les besoins de chacun. C'est de s'attendre à ce que chacun contribue au mieux de ses capacités. Il est de là la responsabilité de tout, de créer l'espace, le temps et l'environnement pour assurer que chaque personne puisse avoir la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Comme toutes vos belles présentations du CIGE, on vous offre toujours des belles ressources. Donc, vous avez les vidéos, entre autres, justement, la série de vidéos que nous avons, c'est comment faire ma place à la garderie. Si vous allez sur YouTube, il y a une série de beaux vidéos qui est vraiment pertinent auprès de la petite enfance. Et aussi une page Facebook. Donc, vous avez aussi accès régulièrement à des clips de services de garde, des installations qui vivent une intégration, une inclusion vraiment positive. Comme vous savez aussi, on a une bibliothèque avec des répertoires pour familles, parents, entre autres aussi pour le personnel éducateur. Tout est en ligne, donc je vous invite à vous abonner et c'est gratuit pour ces ressources. Et aussi, on a notre bulletin de nouvelles qui est en ligne aussi. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Nos bulletins de nouvelles ont des articles des services de garde. Parfois, c'est le personnel, notre personnel, qui va faire une réflexion ou célébrer avec un autre service de garde les bons succès au niveau de l'inclusion. On cite aussi toutes nos formations, etc. C'est disponible pour la communauté famille. On vous invite à vous inscrire à notre bulletin de nouvelles. Donc, merci d'avoir participé au webinaire. Si vous désirez obtenir un certificat de participation, on vous invite à remplir un petit questionnaire de 5 questions, ensuite de recevoir votre certificat. Merci encore pour votre participation, pour votre temps. Et puis, je souhaite que ce webinaire vous a inspiré de nouveau auprès de l'inclusion et que peut-être va enrichir vos expériences dans votre service de garde. Merci et à la prochaine.